élève de Yankelevich, de Lévinas et surtout de Paul Ricoeur, dont vous avez été l'élève puis l'ami. Vous avez enseigné au lycée à Bangor au Tchad et à Istanbul en Turquie pendant 6 ans, avant de rejoindre l'Institut protestant de théologie comme professeur de philosophie éthique, d'abord à Paris pendant 30 ans. Vous avez organisé la mise en œuvre du Fonds Ricoeur, de l'héritage un petit peu du Fonds Ricoeur, des livres et du travail de Paul Ricoeur. Puis vous avez rejoint la faculté de théologie de Montpellier pendant 9 ans. Vous avez beaucoup écrit sur l'œuvre de votre ami Paul Ricoeur et celle de Pierre Bayle. Je vais citer quelques-uns de vos ouvrages. La conversation sur notre condition langagière. La conversation, c'est le titre, sur notre condition langagière, chez Gallimard. Ma préférence va à l'éthique interrogative, puisque vous l'avez enseigné aussi sur ce texte, sur le pardon, aux éditions PUF, et l'humiliation, votre avant-dernier ouvrage, chez Les Liens qui libèrent, et tout récemment, La naissance, qu'est-ce que ça change, chez Labor et Thiès. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième édition des Jeudis du DEFAP en 2025. Euh, je pense que, vu votre agenda, vous avez accepté parce que vous connaissez bien le DEFAP et que vous êtes en relation avec nous de manière suivie et régulière. Est-ce que c'est exact? Mhm. Merci, oui, c'est tout à fait exact. Je dois beaucoup dans toute ma vie, surtout ces dernières décennies, au DEFAP et à tout ce que nous avons fait ensemble, hein, vraiment. Et à tous les amis que a pu susciter, et notamment en Afrique. Merci. Notre thème de ce soir, identité, hostilité, qualité. Olivier Abel, l'hospitalité, l'amour de l'étranger, la philoxénia est de l'ordre du commandement divin dans la Bible. Je vais citer un passage du Lévitique qui dit: Vous traiterez l'étranger qui séjourne chez vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Pour autant, Mhm. la rencontre de l'autre est aussi un lieu de conflit, de mésentente et de repli sur soi. D'où notre thème: hostilité, hospitalité, identité. Olivier Abel, comment ces trois concepts s'entrelacent au plus intime de nous-mêmes et de nos sociétés? Qu'est-ce qui fait l'inhospitalité dans nos sociétés? Ça aurait pu être aussi un sous-titre qu'on aurait pu ajouter. Mhm. Qu'est-ce qui fait l'inhospitalité dans nos sociétés aujourd'hui? Je vous laisse la parole pendant 45 minutes, à la suite desquelles nous ouvrirons un débat et des questions-réponses pendant à peu près le même temps, 40 minutes, avant de conclure. À vous la parole, Olivier. Mhm. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tout ça et vous tous d'être là. Oui, c'est un entrelac de plusieurs thèmes et c'est ce qui fait peut-être la difficulté. Et finalement, j'ai, j'ai pris trop de choses en même temps. Euh, mais c'est une série qui, dans les titres déjà, raconte une sorte d'histoire parce que on part de l'identité, que ce soit l'identité personnelle ou l'identité collective. Cette identité, elle va traverser l'épreuve de l'hostilité pour en venir, on espère, à l'aboutissement qui serait l'hospitalité. On pourrait raconter comme ça un beau récit qui aurait la structure de tous les récits, c'est-à-dire situation de départ, des épreuves et finalement un aboutissement heureux. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à ce beau parcours, mais en gros, c'est en effet peut-être le cheminement implicite de ce titre. Donc je vais commencer par la question d'identité. C'est une question, d'abord c'est une question très plate. C'est quoi vos papiers, s'il vous plaît, enfin que ce soit à la frontière, que ce soit dans la rue. Bon, moi ça m'arrive très rarement. Je crois que je crois jamais arriver qu'on me demande mes papiers. Ça montre bien, je dirais déjà des situations en France. Que j'ai un fils à qui ça arrive tout le temps. C'est une question donc qui se présente comme une question sécuritaire, tellement que même dans certains contextes
du XXe siècle, et ça continue peut-être aujourd'hui, malheureusement, c'est euh, l'identité peut déjà en soi être une situation mortelle. C'est-à-dire, en fait, d'être né tel ou tel, être né dans telle ou telle nation, dans telle ou telle race, dans telle ou telle religion, peut être un crime. Et donc, voilà, là, on rentre tout de suite. L'identité va tout de suite jusqu'à la question du nettoyage ethnique, ou en tout cas des déportations, des grands déplacements de population, comme il y en a eu depuis le début du XXe siècle. Il faut se souvenir que l'Empire ottoman, à la fin de l'Empire ottoman, toutes les populations grecques d'Anatolie ont été envoyées dans les Balkans, et enfin, pas toutes justement, mais et une grande partie des populations musulmanes des Balkans ont été envoyées en Turquie, donc des énormes déplacements de population, donc des énormes nettoyages. Et refaire, l'idée, c'était que les nations soient homogènes, voilà. Et c'est ce qui fait, il y a un arrière-plan, je dirais, d'une une question d'identité, une question explosive, une question passionnelle. Un auteur parlait des identités meurtrières, voilà. Alors face à ça, on pourrait dire, ben, la meilleure chose à faire, ça serait de dire que l'identité n'est pas ce qui importe. C'est un philosophe américain qui s'appelle Derek Parfit qui disait ça, et ça correspond d'une certaine manière à une situation, on pourrait dire que dans la mondialisation, dans les flux de la mondialisation, il faut se délester, il faut accepter de larguer les amarres, un peu comme Abraham d'une certaine manière. Faut partir, il faut quitter, sinon si on tient à toutes ces attaches, ben, c'est trop compliqué. Nos identités, de toute façon, elles sont de plus en plus mixtes, elles sont métissées de plus en plus. Qui a une identité simple aujourd'hui? Et dans quelle famille il n'y a pas des mariages mixtes, des ancêtres? Déjà, dans les générations antérieures. Donc on est beaucoup plus métissé qu'on ne le croit dans nos cultures, dans nos langues, dans nos religions, bien sûr, dans nos mœurs même. Euh, Voilà, et si on veut absolument avoir une identité légère, alors l'identité la plus légère, c'est l'identité qui correspond, je dirais, à combien est-ce qu'on a d'argent dans le portefeuille. L'identité monétaire, si je puis dire, voilà, qui suis-je? Ben, voilà combien j'ai dans mon portefeuille. Je dirais que c'est une identité qui est l'identité sur le marché, où tout s'échange. C'est une identité, on pourrait dire, vénale. C'est une identité on peut dire ultra-libéral, mais finalement, ça pose beaucoup de problèmes parce que justement, c'est une identité à laquelle, ben, d'abord, on ne peut pas tous se résoudre parce que tout le monde n'a pas ce capital. Et en général, d'ailleurs, ce n'est pas euh, un capital financier. Derrière le capital, souvent, il y a un capital, ce que Bourdieu appelait un capital culturel, un capital symbolique. On pourrait même parler d'un capital spirituel. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont une immense richesse spirituelle. Bon, donc peut-être que pour ceux-là qui ont cette force-là, ou cette richesse-là, symboliquement, métaphoriquement, eh bien, c'est facile de quitter l'identité. Mais pour beaucoup de ceux qui sont déracinés par la tempête de la vie, de l'histoire, de l'économie mondiale aujourd'hui, etc., qui sont déplacés ailleurs, qui sont éventuellement aussi donc déracinés, mais aussi bien déplacés chez eux, au sens où ils sont chez eux, mais dépaysés. En quelques décennies, tout a changé. Ils ne reconnaissent plus. Ils ne reconnaissent plus leur ville, ils ne reconnaissent plus leur quartier, ils ne reconnaissent plus rien. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on mesure je dirais le désarroi qu'il peut y avoir autour de la question de l'identité et je dirais de l'insécurité culturelle euh, qu'on- que- qui est derrière cette question de l'identité. Donc, en ce sens-là, je dirais que la question de l'identité n'est pas, il ne faut pas forcément la prendre comme un luxe. Et puis, peut-être plus profondément encore, il y a la question de où est-ce que c'est qu'on est chez soi. Alors ça, c'est une question qui avait été posée, c'est pas au DFAP, je crois que c'est dans le contexte de l'ACAT, l'Action des chrétiens contre la torture, à Paul Ricoeur, qui faisait une conférence. C'est lui qui m'a raconté, je n'y étais pas. Et donc, à la fin de la conférence, il y a une dame qui se lève, c'était une Africaine, qui se lève et qui dit, mais ouais, c'est très bien tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai une autre question, c'est, vous les Français, où est-ce que vous êtes chez vous? Où est-ce que, quand et où est-ce que vous êtes chez vous? Parce que moi, j'ai cherché où est-ce que vous étiez chez vous, j'ai voulu être chez vous,
mais je n'ai pas trouvé de chez vous. Alors finalement, je suis retourné chez moi. Et c'était une question que je trouvais très très forte. C'est-à-dire en fait, pour être accueilli, eh bien, il faut que l'autre soit chez lui, qu'il donne un sentiment d'assurance, de confiance en lui, en sa culture, en ses traditions, en sa langue, etc. Cette confiance élémentaire qui fait qu'on se sent chez soi. Si plus personne n'est chez soi, ben, il n'y a plus d'hospitalité possible. Bon. Et d'ailleurs, pour accueillir un autre, eh ben, il faut avoir un chez soi, d'une certaine manière. Alors, la formule de Ricoeur, qui est une vieille formule il y a 50 ou 60 ans, dans un très beau texte que je vous recommande d'ailleurs à tous, qui est repris dans Histoire et Vérité, qui s'appelle Civilisation planétaire et culture nationale. Bon, c'est en gros une seule civilisation, mais une pluralité de cultures. Et alors, il disait, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. C'est-à-dire que Elmer Ricoeur, il dit aussi, autrui est le plus court chemin de soi à soi. Donc en même temps, pour rencontrer un autre, il faut avoir un soi, mais pour avoir un soi, il faut rencontrer un autre que soi. C'est des choses, c'est en me déplaçant ailleurs que je découvre finalement qui je suis. Moi, c'est parce que j'ai enseigné longtemps au Tchad, à Bangor, ou ensuite à Istanbul pendant quelques années, que j'ai découvert que j'étais voilà, un enfant ardéchois, français, de ce petit protestantisme méridional français, mais que j'étais très provincial finalement. On découvre qui on découvre son caractère provincial, justement parce qu'on va se promener dans le monde. Donc voilà, en bref, il ne faut pas abandonner, on ne peut pas si facilement abandonner la question de l'identité. Il faut la creuser, il faut l'interroger, faut la mettre faut la travailler. On a besoin de la travailler. Il ne faut pas la prendre d'ailleurs telle qu'elle se donne, il faut la travailler. Et je dirais aussi qu'elle est inséparable de la question de l'altérité. Elles s'entrelacent. Identité et altérité s'entrelacent jusqu'au plus intime, il me semble. Je dirais d'une certaine manière que c'est parce que j'ai de l'altérité en moi que je peux rencontrer un autre que moi-même. Et cette altérité en moi, elle me vient du fait que je suis pétri d'altérité. J'ai vu des films, j'ai lu des livres, j'ai rencontré d'autres visages, d'autres vies qui m'ont été racontées et qui font partie de ma vie, mais qui me viennent d'ailleurs. Et puis, rien que, tout bêtement, comme le montrait Emmanuel Lévinas dans un très beau texte, le temps fait en moi de la place pour l'autre. Rien que le fait qu'à chaque instant, je ne suis pas plus tout à fait même que moi-même. D'une certaine manière, s'il n'y avait pas de temps, je serais tout seul avec moi-même. Voilà. Et à la limite, il n'y aurait même pas de monde, parce qu'il n'y aurait pas autre chose que moi-même. Donc le temps fait en moi la place pour l'autre, autre que moi-même. Pour, pour moi-même comme un autre, pour reprendre le titre de Ricoeur, soi-même comme un autre, et pour aimer l'autre comme moi-même. Pour, même pas forcément pour l'aimer, pour rencontrer l'autre comme je me rencontre moi-même d'ailleurs, avec parfois les mêmes embarras, les mêmes incertitudes, la même inquiétude. Qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Etc. Voilà. C'est ce paquet de questions, on va dire. Bon. Et je dirais aussi que le culte de l'altérité, j'entends parfois, c'est un mauvais côté d'un certain usage de Lévinas, hein, du visage d'autrui, etc., qui ferait croire qu'en gros, l'autre c'est bien et le même, l'identité, c'est pas bien. Non, je pense que c'est inséparable. Les cultes religieux de l'altérité est inséparable du culte religieux de l'identité, hein. Bon, c'est de la même idolâtrie, on va dire. Je pense que l'identitaire et l'altéritaire, si j'ose dire, quelque part se rencontrent. Donc voilà, il faut les entrelacer beaucoup plus et les mettre au travail ensemble. Alors, je prendrai trois registres de réponses qu'après je vais confronter à la question de l'hostilité et de l'hospitalité. Mais en fait, déjà, en plaçant ces trois registres, je vais déjà poser les bases de mes questions d'hostilité et d'hospitalité. La première, le premier registre de la question de l'identité, c'est le registre du caractère irremplaçable, insubstituable. C'est justement parce que on est dans des choses qui s'échangent, et voilà, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer si facilement. Il y a des choses, il y a des choses que je peux changer de veste, je peux changer de chemise, mais il y a des choses de moi que je ne peux pas changer comme de chemise, si vous voulez. Je peux en changer peut-être, hein, mais peut-être par une conversion, par exemple, hein, spirituelle, de foi, je peux changer. Ça arrive, la conversion. Mais c'est pas, on change pas
on ne change pas de religion comme de chemise, si vous voulez, comme on ne change pas de langue comme de chemise. Hein, c'est un peu pareil. Donc, cette dimension de l'insubstituable, de l'irremplaçable, je la rapprocherai de la question de l'immunité au sens presque biologique. C'est-à-dire en fait de ce qui fait la différence entre moi et un autre, qui fait qu'il y a des choses que je peux manger et qui vont devenir moi, et puis il y a quelque chose qui rentre dans mon corps et qui est un corps étranger et que mon corps va devoir rejeter d'une manière ou d'une autre. Même euh, la femme euh, qui reçoit, si je veux dire, de quoi faire un bébé, eh bien, finalement, elle l'expulse. Ce n'est pas elle. Bon, donc, c'est l'immunité, pour moi, les défenses immunitaires, c'est extrêmement puissant, si vous voulez. C'est des choses extrêmement puissantes parce qu'elles sont vitales. Et ces formes d'immunité, elles sont valables pour l'identité individuelle, mais elles sont aussi valables pour l'identité collective. C'est la différence entre moi et l'autre, mais aussi entre nous et eux. Et ça pose tout de suite la question des limites. Hein, ma peau, la question des clôtures, la question des frontières, bon, la question de l'asymétrie entre le dedans et le dehors. Et justement, on est un peu dans une époque où on a pu croire que ah, c'était fini, on n'a plus besoin de frontières. Et paradoxalement, on a le sentiment que plus on a dit ça, plus on a eu des frontières de plus en plus dures, de plus en plus mortifères, si vous voulez. Parce qu'on n'a pas voulu penser la frontière, c'est-à-dire l'asymétrie et donc ces questions d'immunité, de communauté et d'immunité. Donc, je dirais que justement, dans le déluge où tout s'échange, du marché planétaire où tout s'échange, et bien justement, il y a des choses qui ne s'échangent pas. Et pour pouvoir échanger certaines choses, il faut qu'il y ait des choses qui soient inéchangeables, ou pas si facilement échangeables. Alors, au niveau de l'individu, c'est justement des conditions biologiques, peut-être aussi psychologiques, psychiques, de défense psychique. Au niveau communautaire, les communautés, les collectivités, c'est plutôt sociologique ou économique ou politique, etc. Mais l'observation, si vous voulez, c'est que cette immunité, elle est trop affaiblie, soit par des attaquants réels, soit par des attaquants imaginaires, parce que parfois, on le sait qu'il y a des attaques du système immunitaire qui se bat contre lui-même. Parfois, on a le sentiment que c'est ça qui arrive à nos sociétés, hein, des défenses des défenses contre, qui deviennent trop, voilà, des attaques imaginaires. C'est à ce moment-là qu'il y a des réactions intégristes ou nationalistes, etc. Donc, je proposerais volontiers euh, de dire que il faut de la clôture pour qu'il y ait de la vie, mais il faut aussi qu'il y ait de l'ouverture, il faut aussi qu'il y ait des échanges. Il faut des deux. Il faut de la clôture et de l'ouverture. Et je dirais le grand discours hyper moraliste ou hyper bienvenu de l'ouverture, c'est bien d'être ouvert, etc., peut finir par faire beaucoup de mal parce que il faut d'une certaine manière se protéger un peu. C'était Claude Lévi-Strauss qui disait que quand une culture est trop affaiblie, trop faible, justement, trop attaquée eh bien, elle a besoin de se fermer les oreilles, de se boucher les oreilles, d'être un peu sourde aux autres, de se protéger un peu pour pouvoir après être remise dans le concert. C'est comme quelqu'un qui est en train de chanter dans une chorale, et il y a beaucoup de voix autour de lui, il n'est pas encore bien assuré de sa voix, et donc il y a un moment où il faut qu'il retrouve bien sa voix avant de joindre sa voix à celle des autres. Excusez-moi, j'ai une angine. Je suis revenu hier soir avec une angine et ma voix n'est pas au top. Mais bon, je continue. Donc c'est aussi l'idée que il y a du traduisible, mais il y a aussi du difficile à traduire entre les langues, par exemple, ou entre les religions d'ailleurs. Il y a du comparable, et c'est très important de pas croire de pas comparer trop vite, de construire des comparables. Une comparaison, ça se construit prudemment, bon, mais aussi accepter qu'il y a des choses qui sont pas si faciles que ça à comparer, qu'il y a de l'incomparable. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui font partie de la prudence dans la rencontre des identités. Et j'irais même avec ma manière de comprendre ce que dit Ricoeur, c'est que avoir un soi, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Ça veut dire pour lui, accepter d'avoir un soi, ça veut dire accepter, c'est modeste. Ça veut dire, moi, je ne suis que ça. Moi, je ne suis que, voilà, mais, mon corps, qui a un certain âge, qui a grandi dans un certain milieu, dans une certaine langue, c'est ce que je disais dans mon livre sur la naissance, dans une tradition religieuse, dans une culture, dans une époque. Voilà, j'ai une finitude, je suis limité. Avoir un soi, c'est accepter sa finitude. Je ne suis que cela. Mais en même temps, à partir de là, accepter, assumer cela. Ici, je me tiens.
Moi, je pars de ça. Je pars de ma condition. Et avec cette condition, je vais à la rencontre d'autrui, et des autres que moi-même. Un deuxième moment, donc, le premier moment, c'était une identité, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit défensive, non, irremplaçable, insubstituable, enfin, la question de l'immunité. Défensive, on pourrait dire. Mon deuxième registre serait une identité interrogative. Ça, c'est très philosophique. J'ai beaucoup écrit sur les questions de, justement, interrogative, l'éthique interrogative. Mon idée, qui vient de la phénoménologie, si vous voulez, c'est que si je prends, euh, et j'ai pris un réveil devant moi pour ne pas outrepasser mon temps, ce réveil, je peux le voir sous différents profils. Et c'est bien le même réveil que je vois sous différents profils. Je pourrais le cacher et montrer, ah, c'est le même. Vous voyez, bon. Alors, est-ce bien le même? Justement, regardez combien des enfants ils jouent, ça les fait rire, mais ça les inquiète. Est-ce que c'est bien le même? Est-ce que c'est pas le même? Oui, bon, on apprend peu à peu à faire varier les profils pour bien voir est-ce que c'est le même qui est qui. Or, parfois, il y a des grandes différences. Je dirais pour parler d'un grand scandale qui se produit en France ces derniers temps, l'abbé Pierre, qui est le même, qui est un saint, qui est quelqu'un de magnifique, qui a fait des choses magnifiques, c'est en même temps quelqu'un d'épouvantable, qui a fait des choses ignobles, etc. Et c'est bien le même. Oui, ça c'est un énorme problème pour l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être le même? Ou bien Napoléon, qui est le vainqueur d'Austerlitz et le vaincu de Waterloo, si vous voulez, bon, etc. Donc, la question de l'identité ça pose la question du qui. Répondre à la question qui. L'identité interrogative, elle répond à la question qui. Et je suis moi-même, parce que j'existe, parce que je suis né, il m'est posé la question, mais qui es-tu? Et chaque petit, petit enfant arrive en posant la question, qui dites-vous que je suis, d'une certaine manière. Bon. Et donc, on essaye des réponses à cette question, qui? Et parfois, on proteste, on dit, non, mais je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Hein, bon, il peut y avoir un écart. Hein, donc, euh, Ricoeur disait, le qui, c'est qui parle, qui agit, qui raconte et qui est raconté, mais c'est aussi qui est responsable de ses actions. Il y a l'identité, elle porte aussi une strate je dirais, de la responsabilité morale et même éventuellement pénale. Donc c'est très important. Et aussi finalement de la promesse. Parce que l'identité, elle n'est pas que vers le passé, elle est aussi tournée vers le futur en disant, je vais me maintenir, je vais tenir mes engagements, je vais tenir mes promesses. Ricoeur avait cette formule magnifique. Il disait, qui suis-je, moi, si versatile, pour que néanmoins tu comptes sur moi? C'est-à-dire, en fait, c'est l'autre qui me rend capable de tenir ma promesse, de, te- de- de tenir ce que j'ai lancé devant moi comme promesse et qui n'est pas encore accompli, qui n'est pas encore terminé. Je dirais aussi que cette identité interrogative, presque absente, bon, c'est aussi peut-être celle que porte en nous l'image de Dieu, au sens où il y a en moi quelque chose qui n'appartient pas à moi, quelque chose que je peux toujours interroger, quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu d'une certaine manière, et qui fait que je ne peux pas c'est pas moi qui m'en préoccupe, si je peux dire. Euh, Dieu s'en préoccupe mieux que moi-même. Sait mieux qui je suis que moi-même, et donc moi je suis dans un rapport, je dirais, d'un souci de moi-même quelque part. Et l'identité interrogative, c'est pas seulement le souci qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je. Elle peut aussi se retourner, se convertir sous la forme d'un insouci de soi. Ah bon. Et je dirais à ce moment-là, je suis prêt même à la limite, à échanger mon identité avec celle de n'importe qui, de manière, voilà, je suis comme n'importe qui. Voilà, je suis prêt à changer d'identité, à échanger mon identité, d'une autre manière que celle du marché, vous voyez ici. Troisième registre, le registre de l'identité narrative. Alors là, c'est en effet l'identité, c'est une identité qui se raconte, parce que l'identité prend du temps. L'identité, elle n'est pas ponctuelle, elle est pas, elle est pas immobile. Ce réveil, d'une certaine manière, bon, il bouge un petit peu avec les aiguilles, mais il est même que lui-même, il va pas changer. Bon, tandis que les êtres vivants, tous les êtres vivants, hein, je dirais même les arbres, et bien plus encore les animaux, mais encore plus les humains, ils changent avec le temps.
Hein. Qui suis-je, moi, si versatile pour que néanmoins tu comptes sur moi? Il y a le temps là-dedans. Il y a le temps qui fait place à l'autre, mais qui fait place en moi-même, à un autre moi-même. Je change, je m'altère, je deviens, je m'accomplis peut-être, mais en même temps, je deviens autre que moi-même, je me transforme sans cesse. Et donc, les sujets, par le récit, se racontent ce qui leur est arrivé, mais ce qu'ils ont fait. Et ils doivent, par le récit, essayer d'entrelacer la phase passive et la phase active, ce qu'ils ont subi et ce qu'ils ont agi, on va dire. Et aussi, ils doivent, puisqu'ils se racontent, accepter de s'entendre être racontés par d'autres. Et je dirais se laisser raconter par d'autres. L'identité, c'est pas seulement l'identité que moi j'affiche, c'est aussi ah, on dit ça de moi, ah, on a dit ça de moi. Enfin, je dois accepter de me laisser intriguer par les autres, intriguer et intriguer dans les récits, enchevêtrés, on va dire, des autres. Ce qui fait que mon identité, c'est une identité que moi j'appelle une identité feuilletée, un peu comme je sais pas, moi, quand je feuillette un livre, j'ai des pages successives. En fait, l'identité feuilletée, c'est un concept que j'avais proposé il y a très longtemps pour l'identité du lecteur du texte biblique. Parce que le texte biblique, comme il y a toutes sortes de livres bibliques, toutes sortes de pages, etc., eh bien, mon identité change au fur et à mesure de ma lecture. Je suis successivement Abraham, Moïse, euh, Amos, je ne sais pas qui, enfin bon, David, enfin bon, etc. Bon. Et donc, au fur et à mesure juste l'identité du lecteur qui, en quelque sorte, épouse le texte bon, par sa lecture. Et donc, eh bien voilà, disons, nos identités, voilà, elles sont plurielles, elles sont pluri-appartenantes, elles sont pluri-attachées, elles ont plusieurs attachements. Et il y a des tensions en moi, de la même manière que le lecteur du texte biblique, il dit, ah, mais Moïse a dit ça, mais alors machin, il dit ça, alors il n'y a pas une tension là, vous voyez, bon, eh ben, c'est pareil, nos identités, parce elles ont plusieurs attachements. Par exemple, moi, je suis français, évidemment, mais je suis protestant. Ben, entre mon appartenance à la tradition protestante et à la tradition française, parfois, il y a du tirage, il y a des tensions. Et là encore, ce n'est pas des tensions énormes, mais je pense que dans toute identité, il y a des tensions, si vous voulez, en ce sens-là. Et on peut parler d'une identité vive, au sens où Ricoeur parle de la métaphore vive. Nos identités, elles sont métaphoriques, c'est-à-dire elles sont tout le temps autres qu'elles-mêmes, travaillées par autre chose qu'elles-mêmes, par de l'altérité, un peu comme le levain travaille la pâte, si vous voulez. Bon. Alors, tout ça, dans tout ce parcours que je viens de faire, on pourrait dire que c'est une sorte de cheminement progressif, etc. Mais non, je ne crois pas. Je pense que ce ne sont pas des stades par lesquels il faudrait passer, dans lesquels il y aurait des étapes supérieures à d'autres. Non, je pense que ça répond à des situations diverses et parfois, il y a trop d'identité. C'est comme s'il y avait plusieurs profils et il y a trop. Parfois, il y a trop d'identité, parfois, il n'y a pas assez d'identité. Et parfois, il y a trop d'identité narrative et pas assez d'identité interrogative. Ou bien trop d'identité défensive et pas assez d'identité narrative. Ou bien trop d'identité interrogative et pas assez d'identité défensive. Oui, bon, il faut jouer entre ces différents registres. Certainement, vous pouvez inventer d'autres registres. Hein. Je me suis arrêté à ces trois-là parce que voilà, ça me, ça me suffisait pour ce que je voulais un peu vous montrer. Et puis alors en plus, il faut maintenant que j'embarque cette question d'identité dans la diversité des contextes. Parce que tout ça, je fais un peu de la philosophie, mais dans l'histoire et de la société réelle, eh bien, les identités, oui, elles ont des contextes différents parce que elles ne se racontent même pas de la même manière, pas tout à fait de la même manière, dans des époques différentes ou dans des, dans des régimes différents, je dirais presque dans des régimes politiques différents. Dans la France classique, on va dire, la France est un État-nation, eh bien, l'identité, elle est nationale. Ma- Et elle a la forme d'un récit national. Alors qu'on peut imaginer des pays comme la Belgique, la Suisse et bien d'autres qui sont des régimes plurinationaux, binationaux, des fédérations. Bon, l'identité n'a pas la même forme. Bon. Ou bien des sociétés d'immigration comme les USA, hein, où finalement les USA sont peuplés de migrants. Après, il puisse se développer une idéologie nationaliste là-dessus. Mais en fait, d'abord, ce sont tous des migrants. Et puis, avant les nations, il y avait des empires. L'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, etc. Bon. Eh bien, l'identité dans les empires, qui sont en général
plurilingues et plurireligieux, notamment, bon, eh bien, les identités, elles prennent d'autres formats. Bon, donc, il y a des récits différents. Et il y a aussi le récit colonial, il y a aussi le récit décolonial. Et je dirais, si on faisait des études très fines, des questions, des problèmes, en quoi est-ce il y a des problèmes, je dirais, d'identité meurtrie ou meurtrière, je ne sais pas moi, en Ukraine aujourd'hui, des identités déchirées, moi, ou à Gaza, ou en Palestine, ou en Israël, ou au Kivu, par exemple. Je prends des endroits où il y a actuellement des guerres. Mais je pense ça demanderait un travail fin, je dirais, d'élucidation des questions identitaires qui se posent. Il ne faut pas les prendre de manière trop, trop brutale. Alors, peu à peu, à travers tout ça, j'ai installé les thèmes de l'hostilité. Euh, je veux m'attarder maintenant un peu sur la question de l'hostilité. La question sécuritaire, on se protège, la question génocidaire, nettoyage ethnique, la question immunitaire, et puis la question aussi du conflit des récits. Je pense qu'il y a beaucoup d'hostilités qui sont d'abord des hostilités narratives. On raconte ce que font les autres, moi, dans des récits qui sont... Alors, je pense qu'un récit, il est d'autant plus euh, plein d'hostilité à l'égard des autres récits que c'est un récit exclusif. C'est-à-dire qu'un récit qui dit, veut dire, il n'y a que mon récit qui est vrai, ou qu'il n'y a que mon récit qui compte, si vous voulez. Et ça correspond à des identités exclusives et durcies. Et donc, la grande difficulté va être de penser, et c'est pas si facile que ça, un récit, comme de penser une société, une cité, des institutions, capables de supporter une pluralité d'appartenance, une pluralité de manières de dire, une pluralité de style, de récits de soi, etc., ou des manières de... Et donc, et peut-être, cela ne peut se faire que dans le cadre d'un projet commun, euh, disons plutôt d'une espérance commune. J'aime pas beaucoup le mot projet, mais une espérance commune capable de rassembler. Voilà. Voilà, ça c'est l'horizon, on va dire, de réconciliation. Bon. Mais si vous voulez, dans une société, la grande erreur aujourd'hui, enfin longuement, a été de dire, il suffit de dire qu'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus qu'un marché mondial, et à ce moment-là, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de guerre. C'est extrêmement, c'est d'une grande naïveté, parce que c'est ne pas voir que les humains, ils ont besoin, justement, qu'il y ait de l'inéchangeable, je disais tout à l'heure, et qu'on ne peut pas neutraliser l'identité comme ça et que finalement cette neutralisation, elle ne fait qu'exacerber en face une compétition des identités, une compétition des récits, une compétition des mémoires, qui devient elle-même porteuse de violence et, et de, et de meurtre. Donc, il y a ce que Paul Ricoeur appelait euh, le travail de mémoire. Il y a un travail de mémoire pour instituer ensemble, dans une sorte de pluralité critique, justement les différentes mémoires, les différents récits. Donc, instituer une sorte de récit moins exclusif et un peu plus j'aime pas non plus tellement le mot inclusif, parce que oui, on peut. Inclusif, il faudrait dire qu'il faudrait tout comprendre, mais là aussi, c'est un peu. Le récit qui aura tout compris, eh ben, il va devenir à son tour exclusif de tout ce qu'il ne comprend pas. J'ai j'ai envie de dire plutôt un récit pluraliste, un récit polycentrique. Et on ne sait pas où est le centre, donc il peut toujours y avoir de nouveaux centres qui surgissent, si vous voulez, dans ce récit, et qui surgissent à partir des lacunes, à partir des trous, à partir de là où il n'y a pas eu de récit, là où il y a eu notamment des traumatismes qui font que ça n'a pas pu être raconté, ça n'a pas pu être dit, des traumatismes de mémoire, des traumatismes. Eh ben, c'est là que surgissent, il y a des sources narratives inédites qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être racontées. Alors, c'est là que la très belle formule de Ricoeur, Ricoeur parle d'hospitalité narrative. D'hospitalité narrative à la mémoire des autres, voilà, être hospitalier à la mémoire des autres. Et donc, ça veut dire que c'est comme si on formait une sorte de cercle des traditions euh, qui sont, et que d'une part, chacune de ces mémoires, de ces traditions, disons, elles sont inachevées. C'était Jürgen Habermas qui disait que la modernité elle-même était un projet inachevé. On n'a pas fini, on n'a pas vraiment accompli les promesses des Lumières. Mais je dirais, on n'a pas non plus complètement accompli les promesses de la Réforme.
de la Renaissance. On n'a pas non plus complètement accompli les promesses de l'Antiquité grecque ou latine ou égyptienne. On n'a pas non plus complètement accompli les promesses, les différentes promesses des textes bibliques, etc. Donc, il y a des traditions inachevées. Bon. Et en plus, il y a des nouvelles mémoires qui, qui sont en train de rentrer dans le cercle de toutes parts et qui trouvent leur langue, qui trouvent leur manière de se dire. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'identité n'est pas seulement de l'ordre du passé, elle est aussi ce que nous allons faire. Elle est aussi poétique. L'identité, elle est poétique. Mais voilà. Alors, la notion centrale ici, je dirais, c'est la notion d'hôte. L'hôte au sens de l'hospitalité, hein, un hôte. Euh, et on pourrait dire que jadis, il y avait une sorte regardez les récits des anciens, et vraiment anciens, c'est qu'il y a un temps où on ne sait pas si celui qui arrive, si c'est un ami ou un ennemi. Et à la limite, il y a un temps où on ne veut pas le savoir. Quoi qu'il en soit, on lui donne de l'eau. Quoi qu'il en soit, on lui propose à manger. Quoi qu'il soit, on lui propose de s'asseoir. Il y a un temps, il y a un temps d'arrêt. Hein, je pense que l'hôte correspond, le temps de l'hospitalité, c'est ce temps d'arrêt qui, on ne nie pas la possibilité que ça devienne vraiment un ami, on ne nie pas non plus la possibilité que ça soit un ennemi, ou que ça devienne un ennemi, mais il y a, voilà, il y a un temps d'arrêt. Bon, ça c'est une première chose qu'il faut bien sentir. Il y a une équivoque autour de l'autre. Hein. Il y a l'étranger. On ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi, mais c'est très important qu'il y ait un moment de, en guillemets, neutre ou de suspension du jugement. Ça, c'est le temps de l'hospitalité. Deuxièmement, il faut montrer encore une autre équivoque du mot hôte qui correspond à une asymétrie. C'est est-ce que l'hôte, c'est celui qui est l'accueillant, l'hôte, l'accueillant, qui est chez lui, ou est-ce que l'hôte, c'est l'accueilli, qui est chez autrui? Je pense qu'il y a beaucoup de langues dans lesquelles il y a des mots différents pour l'hôte, dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Mais en français, on n'a qu'un seul mot qui dit les deux. Et moi, j'aime bien ça. D'ailleurs, dans les langues les plus anciennes, si vous preniez l'indo-européen, qui est donc la tige mère de toutes les langues indo-européennes, qui sont nombreuses, eh bien, on voit que prendre et donner, c'est le même mot, par exemple. Oui, bon, je pense que c'est utile de revenir à l'endroit où les mots sont encore tellement incertains qu'ils peuvent vouloir dire tout et le contraire, si je puis dire. Et bien sûr, c'est très utile que les mots aient un sens. Mais il y a des moments où il faut revenir dans cet état de fusion, d'incertitude, qui est, je pense, quelque chose d'important. Donc l'autre, il a cette ambiguïté-là, cette double ambiguïté-là. Mais c'est ce qui fait que il y a, alors Jean-Pierre Manzala me posait la question, qu'est-ce qui fait que nos sociétés sont inhospitalières? Il est déjà un petit peu tard, je ne vais pas développer ça maintenant, mais je pense pour la France particulièrement que la France a une, comment est-ce que je dirais, a une capacité, un désir depuis les guerres de religion, il faut le dire, que c'est depuis les guerres de religion, depuis le traumatisme des guerres de religion, dans lequel la société s'est divisée, dans lequel le corps mystique de l'Église, qui était uni par l'Eucharistie et dans le corps du roi, a été divisé religieusement, il y a une sorte de nostalgie de l'unité perdue et de l'union nationale et du désir de refaire l'unité. Et des moments où la France fait ça, c'est des moments qui sont toujours un peu dangereux. On le voit au moment de la Révolution française, les grandes fêtes de la Fédération, de la Nation, ça se termine dans la terreur. Euh, La réforme, bah, c'est la Saint-Barthélemy, c'est des massacres. Et après, pendant la guerre, voilà, c'est le juif. Voilà, bon. Et aujourd'hui, peut-être que demain, c'est le musulman. Eh bien, je me méfie beaucoup de cette France qui est capable de fabriquer de l'étranger à partir de gens qui sont complètement membres de cette société depuis toujours, d'une certaine manière. Donc, cette fabrique de l'hostilité, je la vois en France. Je ne pourrais pas l'analyser si finement que je viens de le faire. C'est pas très fin, mais c'est rapide, mais ça vous donne une idée de genre d'analyse qu'il faudrait faire presque pour chaque société. Comprendre ces traumatismes et comprendre comment cette société, elle a encore des surréactions passionnelles et d'hostilité, irrationnelles d'une certaine manière, complètement irrationnelles. Et dans lequel elle, voilà, elle fabrique des étrangers, et fabrique un étranger qui même fabrique de l'ennemi. Fabrique de l'ennemi quand même qu'on va éventuellement euh, euh, voilà, éliminer physiquement. Donc,
je reviens de là à l'hospitalité. L'hospitalité est un devoir. Dans toutes les traditions, il y a ce temps de l'hospitalité, de, de l'équivoque, il y a le temps d'arrêt, ce que j'appelais tout à l'heure le temps d'arrêt. Il y a mille manières d'accueillir selon les sociétés, mais il y a toujours l'idée que celui qui arrive, c'est en même temps, alors, j'ai dit c'est un ami ou un ennemi, on ne sait pas, c'est l'accueillant et l'accueilli, justement, peut-être que l'accueilli un jour, à son tour, deviendra un accueillant pour un autre, ou même pour moi-même. Parce que justement, c'est ça l'idée, c'est que celui qui est petit, là, qui est démuni, qui est faible, qui est un rescapé, c'est comme un bébé, c'est comme un nouveau venu. Et finalement, c'est l'image de l'enfant, du petit enfant de Noël, de l'enfant Jésus, qui, qui, qui est, qui est Dieu en même temps. Mais c'est aussi l'image des anges. Voilà. On ne sait pas, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est qui est-ce? Bon. Et il y avait un sociologue, George Simmel, S-I-2-M-E-L, qui avait fait le voyage vers les... C'est un Allemand qui a fait le voyage vers les États-Unis au début du XXe siècle, en 1900 par là, et qui avait observé que dans la Chicago de ces années-là, il y avait une sorte je dirais de confiance dans celui qui arrive euh, et avec son baluchon, et dont il disait peut-être que dans 15 ans, il sera le maire de la ville, si vous voulez. Mais moi, c'est cette forme-là d'hospitalité. Alors, moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus être complètement... Il faut penser cette question-là, pas seulement d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue politique. Et je vais terminer là-dessus, parce que euh, des gens qui se déplacent, il y a des rescapés complètement démunis, vraiment des rescapés, et qui ont, je pense, portent avec eux justement une spiritualité de rescapés, des mœurs de rescapés. Bon, il faut les comprendre, mais il y a aussi des gens qui sont des touristes, si vous voulez. Je parle notamment de ceux qui viennent des pays riches, qui se promènent dans le monde entier en avion, etc. Bon, eux aussi, ils se déplacent, mais ils se déplacent dans leur bulle. Ça n'a rien à voir. Bon. Mais il y a aussi des bandits dans les deux sens, hein. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y ait des bandits. Il y a des gens pour qui ils sont foi ni loi, ils ont, de toute façon, ils sont passés dans un état, dans un régime peut-être de survie, hein, mais dans lequel tout est, il y a plus il y a plus de limites, il n'y a plus de loi. Et puis, il y a des habitants riches et forts. Mais tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il y avait des gens qui étaient submergés dans leur pays, qui ne se reconnaissaient plus chez eux, etc. Et qui n'ont pas d'ailleurs, ils n'ont pas un autre ailleurs où ils pourraient aller, parce que c'est chez eux c'est en même temps. Donc, ils sont très perdus. Bon. Et, et je dirais en même temps que personne n'est autochtone d'un pays. Personne n'est- n'est propriétaire. Je veux dire, quelque part, nous avons tous reçu la terre entière en héritage de Dieu. Et je dirais que nous sommes tous des colons en ce sens-là. Ben, je veux dire, nous sommes tous des habitants de monde au bénéfice de cette gratitude. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut sentir que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la grande question de l'inhospitalité de nos sociétés, on a voulu abattre toutes les frontières, notamment pour les marchandises, et du coup, on les a levées pour les humains. Et on en a fait des frontières pratiquement, je dirais, totalitaires. Des frontières qui correspondent aux frontières de régime totalitaire. Donc des frontières d'une dureté absolument impitoyable. Bon, et alors, si on essaye, face à ça, de penser la condition hospitalière, hein, je termine par des généralités, si vous voulez. Bon, eh bien d'abord, je pense que c'est important de voir qu'il y a des écarts de standing de vie et que nous, je pense français par exemple, moi je vois comment j'ai habité en Turquie, j'ai vu comment la Turquie a reçu 4 ou 5 millions de réfugiés syriens, alors que la France en recevait, je ne sais pas combien, 200 000, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais c'est ridicule à côté. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'en France, on veut les recevoir dans un certain standing. Mais nos standings, quelque part, ils sont magnifiques, mais en même temps, quelque part, ils sont barbares, quoi. Ça veut dire que non, nous, on a ce quota-là, on ne peut pas faire plus, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec nos standards
notre standing de vie bonne, on veut dire, de vie réussie, de vie accomplie, de nos normes. Parce que si on abat les normes, en même temps, c'est les plus pauvres qui vont en souffrir. Vraiment, ça, c'est des questions politiques extrêmement complexes. En tout cas, il ne faut pas faire croire qu'ici tout va bien qu'on est une sorte d'arche de Noé du, du salut dans un monde foutu. Souvent, c'est le contraire. Et ça, si on dit ça, c'est contribuer à fabriquer des, voilà, des imaginaires absolument mortifères. Alors je reviens sur l'hospitalité, que je place globalement sous la protection d'abord de l'idée des gratitudes. Nous sommes tous au bénéfice des dons, de la générosité divine et du Dieu créateur. Bon, je dis ça parce que c'est important, même politiquement, quelque part. Même Emmanuel Kant, il pensait sous ce régime-là. En fait, il n'y a qu'une seule terre et elle est commune, il faut la partager. Bon. Une petite figure de la charité, avant de terminer, et avant de développer mon point final, c'est que la charité du bon samaritain, elle n'a été entièrement possible. C'est ce que montre un très beau livre d'une amie, une philosophe qui s'appelle Marie Grand, qui a écrit un petit livre sur sur l'hospitalité du samaritain, en s'appuyant sur une image, un tableau de Rembrandt, dans lequel Rembrandt fait voir le visage de l'aubergiste. Il braque le projecteur sur l'aubergiste. Pour qu'il y ait hospitalité, il faut qu'il y ait une auberge, il faut qu'il y ait un système qui marche. Et donc, c'est pas juste la bonne volonté, coup de cœur maintenant. Il faut qu'il y ait des institutions capables de supporter l'hospitalité, capables de la tenir, capables, oui, il va falloir nourrir, il va falloir de l'eau, il va falloir nourrir le cheval, il va falloir, etc. Bon, et ça coûte, donc il y a de l'argent le Samaritain donne de l'argent à l'aubergiste. Vous voyez, Rembrandt, il fait attention à ce détail-là. Vous voyez, bon. Eh bien, faire rentrer ce détail-là dans le circuit même de l'évangile, si je peux dire, ça, c'est un point très important. Et alors, c'est pour ça que je dirais, pour l'hospitalité, je pense qu'il faut penser deux temps. Il y a le temps court de l'hospitalité éthique, qui est l'hospitalité inconditionnelle, immédiate. De toute façon, on ne cherche pas à savoir qui c'est on, on accueille, on essaye d'accueillir dans sa langue, on essaye de comprendre, on donne, je sais pas moi, une carte de télé, avec des puces de téléphone pour qu'il puisse téléphoner dans son pays. Et le minimum, juste pour qu'il retrouve, je dirais, le minimum de dignité, en fait, qu'il ne soit pas humilié, qu'il ne soit pas... Bon, on pourrait développer tout ça. Donc, temps court de l'hospitalité inconditionnelle. Et après, il y a le temps long. Le temps long, dans le temps long, on ne reste pas dans ce rapport complètement asymétrique, dans lequel on ne sait pas qui c'est. Non, on sait qui c'est, il vient avec une tradition, il vient avec une culture, il faut, ça s'institue, ça se régule, et lui aussi va rentrer dans des rapports de réciprocité. Lui aussi, à son tour, il va contribuer à la cité commune. Et donc, l'hospitalité, elle n'est pas, dans ce temps long, elle n'est pas inconditionnelle. Elle est forcément conditionnelle, dans la mesure où elle est ouais, moi, je pense qu'il n'y a de politique conditionnelle. La justice, elle est forcément conditionnelle. Il n'y a pas de justice inconditionnelle. Ça ne veut rien dire. Non, il y a un temps inconditionnel, qui est le temps de l'hospitalité éthique, et puis le temps long de l'hospitalité qui s'installe et qui, lui, demande un certain nombre de conditions, des conditions matérielles, des conditions qui font que la vie peut se réinstaller de manière durable et de manière paisible. Je pense que l'hospitalité, il faut aussi la penser jusque dans cet horizon d'installation durable, soutenable dans le monde. Et voilà, tout ça, ça montre je dirais la difficulté et les complexités du sujet. Je pense que j'ai largement dépassé mon temps, Jean-Pierre. Je vais arrêter sur ces quelques remarques finales.